Salut les néo-autonomistes, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter une histoire exceptionnelle. C'est l'histoire d'un fils de chirurgien qui, ayant fait des études d'avocat et étant devenu avocat, a tout largué pour changer de vie, pour sa passion pour le jardinage. Il a fait de nombreuses rencontres, il est allé étudier dans de nombreux pays. Sa passion l'a mené tellement loin qu'il est devenu le jardinier du potager du roi Louis XIV. Je vous présente immédiatement l'histoire et l'héritage de ce qu'est devenu la vie de Jean-Baptiste de La Quintigny, tout de suite sur l'archipel. Cette histoire me touche particulièrement car la vie de Jean-Baptiste de La Quintigny ne s'orientait pas vers le jardinage. Mais la passion, les rencontres, le travail l'ont mené à créer le nouveau potager du roi qui existe encore de nos jours et est classé monument historique depuis 1921. Le roi, dans sa folie des grandeurs, voulait manger une diversité importante de fruits et légumes tout au long de l'année. De ce fait, La Quintigny a apporté énormément au jardinage pour pouvoir nourrir le roi en développant de nombreuses techniques qui à l'époque étaient des prouesses. Il a réussi à acclimater des espèces fragiles à l'époque comme le figuier ou le melon. Il a réussi la culture d'orangers en pleine terre. Je vous rappelle que nous sommes à Versailles et que le climat n'était pas le même que celui que nous avons aujourd'hui. Il arrive à produire des légumes à contre-saison comme les laitues en janvier, les fraises en mars. Il a mis au point un système de culture sous châssis vitre et sous cloche de verre. Il a développé la technique de culture en espalier des arbres fruitiers. Il a mis en évidence l'importance de la greffe pour l'amélioration des plantes. En évolution constante depuis sa création par La Quintigny, le jardin a connu de nombreuses transformations et il continue à changer d'aspect, confortant son rôle historique d'espace d'expérimentation et de démonstration. C'est devenu un lieu incontournable si vous avez un projet d'autonomie, car vous pourrez y puiser de nombreux savoirs. Je vous présente donc la visite du potager du roi. François-Xavier, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, nous dire où on est et ce que l'on fait ici? Alors, François-Xavier, je suis jardinier au potager du roi à Versailles. Donc là, vous êtes à Versailles, quartier Saint-Louis, donc zone très urbaine, et vous allez découvrir 9 hectares de jardin. Alors comment ça se fait que c'est en plein milieu de Versailles? Ça servait au roi? Ouais, c'était le potager qui servait à nourrir la table du roi. Alors, carrément. Pas la cour, la table, ce qui est un nombre de personnes un petit peu plus faible que la cour, où il y a vraiment beaucoup de monde. Et donc voilà, ça servait la cour du roi. Ouais. Alors maintenant qu'il n'y a plus de roi, comment ça se fait que ça existe encore? C'est un conservatoire? C'est une école? Alors on n'est pas un conservatoire, ni de forme, ni de variété. On est un jardin historique. On est un jardin historique qui perdure parce qu'il y a eu toujours ici une mission d'enseignement. Et après avoir été pendant longtemps l'ENSH, c'est devenu l'ENSP, École nationale supérieure de paysage, qui est encore ici aujourd'hui à Versailles. D'accord. Sur le site du potager du coup. Et on arrive à avoir 9 hectares encore dans Versailles, comme ça, pour faire pousser. On arrive encore à avoir ça. Justement, je pense que ça, c'est le côté historique qui nous sauve et qui sauve le site d'une forme de pression peut-être extérieure. Étant à Versailles, j'ai pas pu prendre le drone. Je me permets de filmer ça. Ça ressemble... Pardon, excusez-moi. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on va voir? Alors, ça ressemble un petit peu à ce qu'on va voir dans le dessin. Oui. Mais dans toutes les structures, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Des jardins du fond qui sont les jardins des 11, il n'y a plus que 5 jardins. Il y a des murs de refend qui ont été supprimés. De ce côté-ci, les jardins en biais ont été supprimés. Les murs de refend de ces jardins-là aussi. Ce qui est la figuerie qui est juste devant moi là, a été... Je vais me tourner pour qu'on le voit bien. Hop, ici c'est la figuerie, donc même principe qu'une orangerie, hein, sauf qu'on y fait du figuier en fait. Okay. Ce jardin a été comblé, donc surélevé. C'est d'ailleurs le cas du jardin qui est ici aussi, qui maintenant fait un grand ensemble. Tout ça c'est un ensemble. Okay. Et là, actuellement, là où on est, dans la boutique accueil de l'ENSP, c'était avant un jardin et maintenant il y a un bâtiment qui a été construit et le parking. Donc tout ça, ça a été supprimé, bétonné. Voilà, ouais, dommage. Mais c'est tellement grand derrière. Alors avant qu'on commence la visite, François-Xavier, je vais te poser une question. On emploie beaucoup en ce moment des mots comme permaculture, agroforesterie et tout. Est-ce que c'est déjà des choses
étaient employés sans qu'on dise ces noms-là, ou est-ce qu'il y a vraiment des techniques versaillaises pour produire? Est-ce que c'est Lacquintini qui a créé ça? Est-ce que lui, il a créé son école? Comment ça fonctionne? Alors, Lacquintini, il a créé beaucoup de choses hein, pour le maraîchage, pour la culture en général, pour les fruitiers aussi. Et comme on peut le voir là sur la maquette, si on parle d'agroforesterie, bon, je pense qu'on est en plein dans le thème. Il y avait des arbres déjà partout, les cultures étaient très, très mélangées hein, entre les arbres et puis les annuels. Lacquintini a fait beaucoup d'apports sur des techniques. Typiquement une technique, la couche chaude, qu'on connaît beaucoup. Des apports de fumier, des successions de fumier qui font monter en température, qui créent un compost qui permet de mettre des châssis par-dessus et d'obtenir une température dans le châssis qui permet de faire des légumes en primeur. Lacquintini a participé à faire évoluer ces techniques. Et donc ça a été beaucoup employé au potager. On a pu employer ces techniques-là parce qu'il y avait aussi beaucoup de chevaux à l'époque et donc on utilisait énormément de fumier de cheval pour ça. Donc ça a été amendé d'année en année avec beaucoup de fumier de cheval. Voilà. Et donc là on a une représentation de ce que pouvaient être les arbres. Les carrés sont toujours comme ça et finalement même aujourd'hui on a un dessin qui correspond à ça dans le grand carré, même si la forme des arbres a beaucoup évolué. Parce que là on a des arbres qui sont plutôt des arbres de port plutôt libre, plutôt buissonnant, alors que maintenant c'est des choses qui sont très, très dirigées, très architecturales. On va voir ça, je vois pourquoi tu dis ça. Bah écoute, avec cette présentation, j'ai qu'une envie, c'est de découvrir tout ça. Et ben allons-y. On y va? Allez, c'est parti. Merci. Alors là, c'est le dernier endroit que tu nous as montré sur le plan, donc qui est devenu un parking. Voilà, ça c'est le jardin avec 2 murs de refend, donc qui faisait 3 jardins, qui a été supprimé pour en faire un parking. Jusque-là, ça fait peur, on voit pas un jardin aussi, mais mince. Non, c'est une entrée assez dure. Hein. Il est où le potager du roi? Le potager du roi, il est pas là. Il est là. Bah écoute, je te suis avec grand plaisir. On y va. Allez, on découvre. Parti. Ah oui, déjà... Oh putain. Rien que là, cette partie, elle fait combien? Alors ici, de mur à mur, il y a 3 hectares. Okay. Voilà. La partie cultivée est plus petite, hein, parce que vous voyez, on a beaucoup d'espaces qui sont des allées. Ouais. On a des espaces qui sont beaucoup d'allées, beaucoup d'enherbement, beaucoup de tout ça. Donc la surface cultivée est plus proche d'1,5 hectare. J'ai vu, tu as pris le sac à dos et tout, ça a l'air énorme. C'est une vraie balade. Là, on va marcher, ouais. Ouais, génial. Je vais faire mon sport. Un peu, ouais. Je vais faire mon sport. Écoute, franchement, je me prends une claque. On est en plein cœur. Attends, je vais montrer derrière. Donc là, c'est le quartier Saint-Louis. Ouais. On est dans le cœur de Versailles. Et alors, là, je le dis aux abonnés de la chaîne, j'ai vécu ici, donc à Saint-Germain, donc à 8 km, 10 km à peu près. Je ne savais pas qu'il y avait un truc comme ça en plein milieu, juste à côté du château. C'est une claque. Bah écoute, par quoi commencer? Eh ben, on va commencer par là. Allez, on y va. Jardin Le Lierre. Donc toi, au sein de ta fonction, parce que vous êtes une dizaine? Ouais, on est une dizaine de jardiniers répartis en 2 équipes. Ouais. Une équipe qui s'occupe plus spécifiquement des arbres et une équipe qui s'occupe plus spécifiquement des légumes. Okay. On a beaucoup de travail en commun, hein, bien sûr, mais on est quand même répartis entre ces 2 équipes pour le suivi régulier du jardin, quoi. Ça, c'est important. Sur nos arbres, on est vraiment très interventionniste. Okay. Donc du coup, ça demande une régularité d'intervention. Et pareil, hein, aux légumes, on sait qu'il faut qu'on soit régulier quand même sur les interventions. Scinder ça, c'est pas mal pour se libérer un peu la tête. Donc du coup, on est vraiment divisé en 2 équipes, même si on est une seule équipe au global. Et moi, je suis récemment nommé jardinier en chef ici. Waouh, je parle au chef. Au chef, ouais. Jardinier en chef. Ça fait le très titre, on verra. armé. Ouais, il y a un truc un peu comme ça. Je suis pas trop pour les trucs hiérarchiques très pyramidales. On essaie de beaucoup parler, on prend du temps pour se comprendre, pour tout ça ici. C'est hyper important parce que gérer un site de 9 hectares tout seul, en fait, c'est pas possible. Enfin, 9 hectares et penser qu'une personne est capable de gérer ça, c'est juste impossible. Donc, on a absolument besoin de tous se parler. Alors, tu m'as dit, je tilte sur un truc, c'est interventionniste sur les arbres, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit voilà, là. Ce qu'on voit ici. Alors, c'est quoi comme... Ça, c'est du contre-espalier. Contre-espalier. Ce qu'on appelle du contre-espalier. Alors, contre-espalier, c'est toujours un arbre qui est conduit sur une structure. C'est-à-dire qu'il y a on a toujours une structure là. Ah oui, j'avais pas vu. Ici là on voit des poteaux, tout bêtement, on a des poteaux. En fer. Voilà, alors nous c'est des poteaux en fer. Ok. Qui tiennent nos arbres. Et du coup on les palisse, on les conduit sur des formes très architecturées sur ces structures là. Quand on est sur un mur, on appelle ça de l'espalier. Ok. Voilà. Espalier et contre-espalier. Ah ok, d'accord. Voilà, c'est juste les petits termes
technique. Je vais même montrer aux gens. Donc vous exploitez un maximum d'espace. Donc là, ça doit être pêché. Ouais, bah c'est du pêché. Ouais, c'est du pêché. Excellent. C'est du pêché avec de la cloque. Eh ouais, bah alors t'inquiète pas. Je n'ai pas vu un jardin, je te jure, un jardin avec un pêcher sans cloque. J'ai l'impression que c'est un grand classique. Ouais, c'est un grand classique. Nous, il y a un truc dont on s'est aperçu, c'est que la conduite culturelle quand même influe beaucoup sur la cloque. D'accord. On fait pas de traitement particulier pour la cloque. Ok. On fait plus de bouillie bordelaise, on fait plus tout ça. Ok, vous êtes 100% clean. 100% clean. Ouais, on fait des PNPP là. On commence à reprendre des protocoles. D'accord. Alors je titre quoi PNPP. PNPP, produits naturels peu préoccupants. Okay. Tout ce qui est purin, l'été, voilà, tout ça. On recommence à utiliser tout ça. Ouais. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que là, c'était des arbres qui étaient conduits en cordon vertical double sinueux. Alors, en fait, on voit encore le sinueux, là, le côté sinueux de la forme. Ouais. Et donc, il faut se dire qu'il y avait le même de l'autre côté. Donc, c'est une espèce de symétrie, comme ça, sinusoïdale. On a changé la conduite. On est passé sur ce qu'on appelle une palmette à la diable. Donc la palmette à la diable, en fait, c'est quand tu as une branche qui se présente, tu viens la plaquer au mur. Donc tu contrains moins dans sa forme, quoi. Tu contrains parce que tu restes en 2D, tu n'es plus sur la forme naturelle de l'arbre, mais c'est moins contraint parce que l'arbre il peut quand même exprimer une part de son architecture. D'accord. Et du coup, ça sert à quoi, excuse-moi, de faire ça? Pourquoi vous ne faites pas un pêcher, tu le laisses pousser? Pourquoi ça parce que si tu le laisses pousser, tu ne peux pas le mettre contre un mur. Oui, mais alors pourquoi le mettre contre un mur? C'est pour garder la chaleur? Gain de place et restitution de la chaleur du mur. D'accord. Et puis aussi, ça nous permet d'exploiter les différentes expositions au maximum. Et oui, là on voit qu'il y a un contre-jour. Ouais, là donc le mur est exposé à l'est. Le soleil se lève de l'autre côté. Là, on a un mur sud sur lequel on a des figuiers. Qui fonctionne plutôt pas mal. Ça a besoin de beaucoup de soleil. Ouais, ça a besoin de beaucoup de soleil, ouais. Ça a besoin de beaucoup de soleil, mais pas trop d'entretien, donc on est plutôt... ça c'est plutôt pas mal, ouais. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Bon. Tout ça là, il n'y a que des figuiers? Ouais, il n'y a que des figuiers. Chaque arbre est une variété différente. Ok. On en a 3 qui sont vraiment productifs ici, quoi. Les autres, c'est difficile d'obtenir la maturité. D'accord. Mais on en a 3 qui donnent vraiment bien, ouais. Alors, ma question, vous vendez votre production? Ouais, on vend notre production. Alors on vend notre production là où on a vu la maquette tout à l'heure. À la boutique? À la boutique, ouais. On fait 2 distributions par semaine, 2 marchés par semaine. Et en plus, on participe avec une association qui s'occupe de réunir des producteurs. Ok, comme les AMAP? Comme une AMAP, ouais. Okay. C'est un fonctionnement très sensiblement comme les AMAP. Et du coup, on participe à ça. Donc, il y a plusieurs maraîchers, il y a plusieurs arbos, il y a un peu de tout le monde. Le plus possible local. Ils travaillent le plus possible localement. Mais bon, par exemple, pour les agrumes, ils vont un petit peu plus loin, quoi, que localement. Pour ce qu'ils n'ont pas le choix, ils vont un peu plus loin. Pourtant, j'en ai vu un tout à l'heure. Il y en a quelques-uns qui sont acclimatés. Ouais, il y en a quelques-uns qui sont acclimatés, ouais. Mais bon. Le Procyrus, on est d'accord, ouais, c'est dégueu. C'est pas top. Le Sichuan, ça va, c'est bon, mais à croquer, c'est quand même. Spoil pas. Dis-moi là-dedans, il y a rien que là sur ce carré, il fait quelle taille entre ces 4 murs? Ce carré, il fait environ 5000 m². Et combien de variétés là sur Alors, combien de variétés ici? On doit être à une trentaine de variétés différentes dans ce jardin. Ok. Voilà. Combien d'arbres? Ça, j'ai pas le compte en tête. Mais globalement, sur le jardin, on a 3400 arbres. Sur les 9 hectares? Ouais, sur les 9 hectares. Ouais. 3400? 3400, ouais. Waouh! Ce qui est pas énorme par rapport à certaines époques. Ouais. Ah, il y a eu plus? Il y a eu plus, il y a eu 14 500 arbres ici. C'est vrai? À une époque, ouais. Autant? Ouais, autant, ouais. Il faut s'imaginer que dans un espace comme celui-là, on pouvait rajouter 2 cordons. Encore là, 2. Encore 2. Ouais, mais il fallait être petit pour passer entre les. Alors il fallait être petit pour passer dedans et puis il fallait se faire surtout des petits arbres, quoi. Et oui aussi. C'était des cordons superposés très souvent. C'est-à-dire qu'on fait une charpentière très basse, une autre charpentière sur le dessus et une troisième, et puis bon, on met 3 arbres et puis ça fait 3 arbres, quoi. Tout ça pour les besoins du roi encore quand ça a été fait? Non, pas ça. Ah, pas ça? Non. Parce que la forme architecturée, en fait, elle est arrivée beaucoup plus tard que l'époque du roi. Ah. Ouais. À l'époque du roi, on avait plutôt des buissons, on avait des formes qui étaient moins architecturées que ce qu'on a maintenant. D'accord. Toutes ces formes-là, c'est très 19e. Ok. Tu vois. Très fin 19e même d'ailleurs. Parce qu'en fait, pourquoi on est passé à ça? On est passé à ça. Déjà, il y a eu un bond technologique qui nous a permis de passer à ça, qui est la trifilerie. Ça paraît idiot, c'est le fil de fer. Ah, c'est-à-dire qu'à l'époque du roi, le fil de fer, on n'en avait pas. Il faisait avec quoi? Alors, il faisait avec des lattes.
Alors, là, on voit derrière, on a encore des lattes. Ah oui, bien Mais joué. Alors attends, j'espère Il qu'on faisait verra. Ouais. tout, il faisait vraiment tout avec des lattes. Voilà, lattes de bois. Alors elles étaient plus épaisses. Et il faisait tout comme ça. Il faisait aussi du palissage à la loque. Alors le palissage à la loque, c'est un palissage qui consiste à, avec une bandelette de tissu Ouais. et un petit clou, C'est avec du tissu et des... ouais, à venir palisser directement dans le parement, quoi. Tu le plantais ? Ouais, on plante avec un petit clou et on dirigeait les arbres comme ça. Donc les formes étaient moins architecturées. Ça ne veut pas dire que c'était pas dirigé, mais c'était beaucoup moins architecturé que des formes comme ça qu'on voit très géométriques, quoi. C'est au cordeau. Là. Très géométrique. Ouais, c'est au cordeau. Impressionnant. Puis avec l'église Saint-Louis ou cathédrale, je sais pas. Cathédrale Saint-Louis, ouais, derrière, ouais. Ça donne toujours un fond de paysage assez sympa. Ah non, mais c'est. Là, même moi, là, je me prends une claque de. C'est fou, hein. C'est génial. Bon, on va. Parce que là, 9 hectares, va falloir qu'on marche. Hein, ouais, va falloir qu'on marche. Que... On va avancer un peu, ouais. Non, mais c'est super intéressant ce que tu dis et surtout de savoir que ce que l'on voit là, c'est pas ce qu'on aurait pu voir sur la période de La Quintinie. Non, absolument pas. Déjà, bon, La Quintinie, il faisait de l'espalier. Ouais. Il faisait beaucoup de buissons. Oui. Par contre, le contre-espalier, c'est quelque chose qu'il aimait pas trop. Ok. C'est un truc qu'il aimait pas tellement faire. Okay. Donc, du coup, c'est pour ça on le voit bien sur la maquette au début, là, qu'on a vu au tout premier. À la boutique. À la boutique, ouais. Vous voyez pas de contre-espalier. Non, bah il n'y en a pas. C'est hein. carré. Ouais, c'est carré, mais par contre, ce sont des buissons. Voilà. Donc, c'était d'une certaine façon des choses qui s'approchaient plus de la physiologie naturelle de l'arbre. Hein, là, nous, on a des choses qui sont très contraintes, quoi. Là, on le torture un peu, non? Je sais pas si on le torture, mais on le contraint, ça c'est sûr. Là, oui. Et alors, ça, on le contraint. Bien sûr, moi, je t'avais posé la question avant, mais là, je la pose devant la caméra. Ça enlève de la durée de vie d'agir comme ça. Nécessairement, ça enlève de la durée de vie. Pour une palmette comme ça, on donne une durée de vie d'à peu près 70 ans. Ce poirier, par exemple, il peut vivre combien de temps, normalement? Alors, un poirier au naturel, ça peut vivre 300 ans. Ok. Voilà, 300 ans. Maintenant, ici, on est à 70 ans. Ça ne nous empêche pas d'avoir des arbres qui ont 120 ans. Quand même, donc voire même 140 ans, puisqu'on a des plantations qui sont de 1880. Donc ça fait 140 ans, si je calcule bien. Alors, en calcul, je pourrais... Donc, je porte la caméra, c'est déjà dur. Ça peut durer 140 ans, mais bon, il faut quand même bien admettre que les productions tombent nettement. Au bout d'un moment, ça ça vous les changez quand c'est dans ce cas-là? Ouais, on fait des remplacements. Okay. Et une question, après on va changer de décor, de lieu. Au temps de La Quintinie, ils étaient combien de jardiniers? J'en ai aucune idée. Ah, ça, Antoine, il vous répondra tout à l'heure. Ouais. Il aime bien ces questions-là. Je dis aux personnes, j'ai la chance, j'ai 2 personnes qui vont m'accompagner sur cette visite, François-Xavier et Antoine. Et Antoine, on le laissera se présenter. Tu m'as dit quand même que vous êtes 9, donc une personne par hectare presque par rapport à ça, mais à mon avis, ils ne devaient pas être 9 à l'époque. Non, je pense pas qu'ils étaient 9. Je pense qu'ils étaient un peu plus nombreux. Ouais. Bon, ils n'avaient pas la mécanisation qu'on a aussi aujourd'hui, hein, donc nécessairement pour... Ils avaient beaucoup de fumier. Ils avaient beaucoup de fumier. C'est ce que tu on disais n'a plus maintenant, quoi. On a des voitures, on n'a plus le fumier. Ah, c'est embêtant. C'est dommage, on ne peut rien faire avec le carbone. C'est fou. C'est fou et je crois que je vais pas... Alors désolé pour la vidéo, je risque de dire souvent c'est fou, c'est dingue, mais ouais, d'avoir la chance de visiter ça. On peut visiter ce lieu? Ouais, on est C'est ouvert? Ouais, d'accord. D'accord, donc il y a des portes ouvertes, ça je donnerai le lien bien sûr du potager du roi directement. Il y aura toutes les informations et ce sera peut-être plus pratique. Parce qu'ici, à l'archipel, je m'adresse beaucoup aux citadins. Et souvent, ils me disent, ouais, mais non, on veut voir comment ça fonctionne pour avoir une notion. Déjà, rien que des espaces, on s'aperçoit qu'on est tellement, tu sais, sur Paris à parler de petits espaces. Moi, je ne savais pas ce que ça représentait, 3000 m². Quand on m'a dit, mon terrain fait 3000 m², 9 hectares, tu vois, on n'arrive pas à les imaginer. Donc, au moins, ils peuvent venir ici à Versailles. Ouais, voir ce que ça fait 9 hectares. Et se faire une idée du boulot que ça demande pour 10 personnes. Alors là, François-Xavier, il y a un tunnel, alors je ne sais pas si avec le contre-jour on verra. Ça sert à quoi? Ça a été creusé? Comment ça a été bâti ça? Ah non, alors ça n'a pas été creusé, ça a été surélevé. Surélevé? Ouais, c'est exactement l'inverse, ouais. On est sur un ancien marais ici. Okay. Et du coup, on a une des grandes particularités du potager d'ailleurs, c'est qu'on est sur une terre complètement anthropisée. C'est une terre qui a été créée par l'homme. Okay. On a 2 mètres de terre qui ont été ramenés des plateaux de Satori qui sont sur le dessus là-bas. À l'époque déjà? À l'époque, ouais.
Au moment de la création du potager, en fait, on a commencé par faire ça. Le premier travail, ça a été de drainer, parce que, étant donné que c'était un marais, avant de faire pousser des carottes dessus, il y avait du boulot. Donc ils ont commencé par drainer. Et une fois qu'ils ont eu drainé, ils ont créé la pièce d'eau des Suisses, donc qui est face à l'orangerie, hein, pour récupérer les eaux de drainage. D'accord. Donc la pièce d'eau des Suisses, ça fait un trou. Et quand on fait un trou, on fait un tas. Et donc le potager, c'est le tas du trou de la pièce d'eau des Suisses, en partie. Et en plus, on a été chercher de la terre sur les plateaux de Satori là-haut. Donc on a 2 mètres de terre qui ont été rajoutés sur un marais, ce qui a fait la terre du potager. Et alors pourquoi surélever comme ça alors? Et donc là, ce sont des terrasses, parce que à l'origine, le potager était entouré de terrasses partout. Okay. Et donc là, on est face à une terrasse, une des terrasses qui reste du potager. Ils faisaient planter dessus? Alors, ils plantaient dessus, mais surtout, c'est que ces terrasses, elles permettaient plusieurs choses. Déjà, ça donne une théâtralité au lieu. Oui, c'est vrai. Hein, c'est beau. Donc, comme c'était un potager, mais que c'était le potager du roi, il fallait quand même qu'il y ait cette théâtralité, nécessairement. Et puis ensuite, ces terrasses, ça sert aussi à créer des ambiances. Des ambiances différentes, des microclimats qu'on pourrait dire vraiment différents, quoi. Et là, on est un peu plus loin. On voit c'est surtout avec la cathédrale Saint-Louis que j'arriverai à montrer un peu où on est dans le potager. Là, on est plus sur la droite par rapport aux premières prises. Et donc, on arrive avec cette espèce de trou donc, au milieu. C'est juste un passage. Ça n'a aucune autre utilité. Non, bon, alors nous, maintenant, on y fait du stockage, mais du rangement plutôt de nos petits escabeaux pour le fruitier. Mais l'intérêt, c'était surtout de pouvoir passer d'un jardin à l'autre sans avoir à monter et descendre. Tu sais ce qui est fou, c'est que je vais te filmer avec. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas grands à l'époque s'ils ont fait ça. Je ne sais pas s'ils n'étaient pas grands ou si on se préoccupait assez peu de la condition des jardiniers en fait. bonne remarque. Mais par contre, quelque chose je pense qu'ils devaient apprécier parce que là il fait bon naturellement. Ouais, il fait frais, il fait plus frais. T'es sûr qu'ils s'en servaient pas de cave de stockage après pour je sais pas, les alcools ou des trucs comme ça? Alors, dans ces voûtes-ci, je pense pas. Par contre, on a une voûte qu'on n'a pas été voir qui est en dessous de la statue de la Quintini. Ouais. Quand je regarde ça excuse-moi, j'en profite en même temps. J'espère qu'on le verra. Ça, c'est pour pouvoir monter sur les espaliers. Ça, c'est nos escabeaux arbaux. Excuse-moi, j'en profite. C'est quoi le nom? Escabeaux arbaux? C'est des escabeaux arbaux, c'est tout en tube qui fait ça. C'est vraiment très pratique, quoi. Avec la roue, ça nous permet d'avancer un peu vite. Oui, excuse-moi, alors tu en étais sur la Quintini, tu disais ce que je vois. Le stockage des légumes, il se faisait dans une voûte qui est en dessous de la statue de la Quintini. Ok, d'accord. La statue, on ira la montrer. Alors là, c'est une autre ambiance. Il y a des gros arbres. Ouais, bah, les cognaciers, ils sont un peu plus gros que les arbres hyper architecturés qu'on a dans le reste du jardin. On en parlait tout à l'heure, vous jouez vachement sur les porte-greffes. On a une belle petite collection de porte-greffes. Ah ouais, carrément. Bah, nécessairement, parce que selon la variété qu'on met et la vigueur naturelle de la variété, on va mettre un porte-greffe plus ou moins nanisant pour pouvoir avoir des arbres qui sont tous à la même hauteur, quoi. Par exemple, pour les pommiers, ce serait sur les EM Non, c'est M9. Ouais, M9. Alors, on a toute la variété de M9. Hein. On a le NAKB, Pajam 1, Pajam 2, enfin on a toutes ces bestioles-là. On a du M26 un petit peu. Ça veut dire M26, c'est vraiment le M26, c'est un petit peu plus vigoureux que M9. Okay. C'est un peu plus vigoureux que M9 Pajam 2, qui est le plus vigoureux des M9. Et le plus petit des plus petits, c'est quoi? Et le plus petit des plus petits, c'est le M27. D'accord. Ouais. Et on a aussi un tout petit peu de M106. Qui est encore plus vigoureux que M26. Ok, ça te fait genre vous avez des trucs comme ça, non, limite? Alors ça c'est M9. M9, ouais. Ok. Là on est on l'a. Ah oui, yes. On a M9, Pajam 1. Ah, tu le notes. C'est là où on voit quand même les vrais passionnés. Parce que tu vas dans une jardinerie, bah toi tu dois rigoler quand tu vas dans une jardinerie. On n'a jamais les porte-greffes. Ils savent pas, mais non, c'est vrai. Et puis alors un pépiniériste qui connaît pas ses porte-greffes, prenez vos jambes à vos coups et fuyez, quoi. J'ai remarqué, tous les pépiniéristes chez qui je vais, non mais les petits pépiniéristes locaux, c'est évident qu'ils font du bon travail et qu'ils connaissent leur porte-greffe, ça y a pas de souci, quoi. Et leur variété. Aussi, oui. Parce qu'il faut que ce soit quand même local. Mais oui, parce que t'imagines, surtout là, ici, c'est ce que tu disais, tu es obligé de savoir ce que tu plantes, parce que dans un espace comme ça... Ah ouais, il faut qu'on y fasse gaffe, ouais. Imagine, tu mets du franc là, les trucs... Ah bah non, c'est pas possible, parce que en plus, bon bah clairement, nous on conduit l'arbre, si on plante du franc, ça devient une bagarre, quoi. Et c'est une bagarre perdue, hein. C'est évident que c'est perdu d'avance, quoi. Tu dois revenir tous les jours. Ah bah ouais, et puis même en revenant tous les jours, ça va trop vite. Il gagne tout le temps. Là on est sur quoi? C'est quoi comme... je t'en demanderai 2-3 comme ça quand on passe. Mondial Gala. Ah oui, bah c'est une note, attends, je t'embête, mais c'est Mondial Gala.
Cordon vertical inversé. Qu'est-ce que c'est ça? Alors le cordon vertical inversé, c'est un cordon où on a le tronc qui monte et arrivé en haut, il redescend. Ah, de l'autre côté? Non, sur la latte d'à côté. D'accord. Est-ce qu'on le voit là comme ça? Non, on le voit pas. Ah ouais, non. On les a arrêtés en haut, nous. Alors je vois déjà des gens, parce que sur les gens qui me regardent de l'archipel, il y en a qui vont être totalement choqués de se dire mais c'est de la torture, c'est horrible. Mais d'un côté, ça a été quelque chose qui était... on voit ça beaucoup dans les jardins, justement, ce genre de choses. Comme ça, de prendre l'arbre et de l'accompagner. Ouais, bon, de l'accompagner, c'est vrai qu'on les taille. Maintenant, enfin, moi, le terme de torture, ça me... Non, mais je sais je vais pas dire que ça me choque, mais... En fait, est-ce qu'on parlerait, par exemple, de torture pour un bonsaï? Peut-être, mais il y a un rapport à l'arbre, quand même. Ah oui, il faut bien le connaître pour pouvoir faire ça. Il faut bien le connaître, et puis surtout, je pense que, enfin, typiquement dans le bonsaï, il y a un rapport de sacralité à l'arbre. C'est vrai. Et je ne vais pas dire qu'on est dans le sacré, c'est pas ça, mais bon, on les aime bien nos arbres comme ça. Oui, mais c'est beau, c'est justement de réussir à accompagner comme ça. Tu vois, par rapport à chez moi, je me dis que d'en faire des comme ça, quand tu as 3000 m², tu peux en mettre plus. Ah bah tu peux en mettre plus, et puis surtout, ce qui est important sur les petits espaces, c'est la maîtrise de l'espace, justement. Et quand on plante un plein vent en pommier, il y a un moment où on ne le tient plus, l'arbre. C'est pas possible, il va être beaucoup trop grand. Et donc dans des systèmes où on veut faire pousser plusieurs choses, on veut faire du maraîchage par exemple avec un petit peu d'arbre parce qu'on aime bien avoir des fruits, honnêtement je pense que les palmettes, peut-être pas conduites comme ça tout à fait. Mais toi tu conseillerais quoi comme genre de... Alors moi je conseillerais une forme de palmette qu'on appelle 3 axes en fait. C'est une palmette très simplifiée. T'en as dans le coin Non, 3 axes on n'en a pas encore. On va en planter justement parce que ça nous paraît hyper intéressant d'essayer ça. Et alors c'est quoi excuse-moi 3 axes? Et 3 axes en fait on a le tronc qui est à la verticale, et 2 obliques. Ah oui. Voilà. Et c'est pas plus compliqué que ça. L'avantage de ça, c'est... Bon, je vais partir peut-être un peu, mais bon, bref. Vas-y. Moi, je vois beaucoup d'avantages à cette forme. C'est que, en fait, donc on a 3 axes, c'est très simple à conduire. Et en fait, comme on a des formes obliques, au creux de l'oblique, on a un espace, quoi. Et dans cet espace, on peut apporter de la diversité. Pas bête. Dans cet espace, on peut mettre un cassissier, un groseillier, enfin, un petit buisson qui va produire quelque chose. Et en plus, on peut faire une 3e strate au pied. Excellent. Bah oui. Donc on peut avoir 3 strates avec ces arbres qui sont très architecturés finalement. Mais justement, tu dis et en plus, moi je trouve qu'il y a une forme de... Bon alors après ça dépend du contexte, mais nous ici d'avoir assez peu de concurrence à la lumière avec nos arbres, c'est intéressant quand on veut faire pousser à côté de nos arbres des légumes. Et en plus, le fait d'avoir des porte-greffes qui sont plutôt faibles, on s'assure qu'on a un système racinaire qui reste plutôt dans son coin. Je dis pas qu'il ne va pas aller farfouiller, mais il reste plutôt dans son coin. C'est l'avantage aussi de ces formes-là, c'est que ça nous permet d'exploiter le mur en s'assurant aussi d'avoir un système racinaire qui ne va pas aller nous le péter. Ouais. Et, oui. Et ça, vous pourrez regarder, mais il y a beaucoup de choses sur les formes de façade. Le palissage de façade. Ouais. Mais c'était utilisé pour ça, typiquement. C'est parce que du coup, on a un arbre qui est relativement... qui prend peu de place, qui ne va pas abîmer la maison. En plus, on a une production, et je pense que dans certains cas, on peut avoir une forme de protection thermique. Mais bon, là, je m'avance peut-être un petit peu. Fais gaffe, quand on se lance là-dedans, mais... on va avoir des commentaires. Là, je pense qu'il se trompe. Non, mais sans doute. Mais je sais pas. En tout cas, ça doit apporter une ambiance un petit peu particulière à la maison, comme les vignes qu'on peut avoir sur les maisons et tout ça. Oui, encore une fois, il faut vraiment choisir son porte-greffe quand on le colle près d'un mur. Là, de toute façon, il faut choisir son porte-greffe. Alors, vous pouvez faire du franc, il n'y a aucun problème à faire du franc. Il faut être juste sûr de l'endroit où vous le mettez, quoi. Donc un franc, on rappelle aux gens, par exemple pour un pommier, ça peut monter à 15-25 mètres. 15 mètres, ouais. Au moins, ouais. Une bonne quinzaine de mètres, ouais. Donc, vaut mieux le mettre quand même à un endroit où on est sûr. Où il a la place. Ah oui. Où il a la place. Mais après, il ira chercher lui-même. C'est-à-dire que, pareil, le franc, la taille, tout ça, c'est que des questions de qu'est-ce qu'on veut faire. Il est tout à fait possible de laisser un arbre exprimer son architecture naturelle avec un porte-greffe faible. Vous aurez juste un arbre qui fait 6 mètres à la place d'en faire 15. Donc déjà, vous gagnez de la place. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même lui trouver cette place-là. C'est sûr. Là tu en parles entre ça
Et ça, il y a quand même. Oui, il y a quand même une sacrée différence. Bon, là, c'est pas, là, c'est cognacier. Ouais, là, c'est du cognacier et là, on est sur du pommier. Mais un M106, MM106, ça ressemble à peu près à ça. Ouais, tranquille, ouais. Et on dit que c'est les moyens. C'est déjà du haut moyenne vigueur, quoi. Au moyenne rigueur. Un truc un peu comme ça. Bon, là, on a visité 3 jardins, il y en a encore 20 au moins. Donc, allez, on va voir parce que c'est vrai que c'est immense quand même. Encore une fois, on est en plein milieu de Versailles. Ah, là, c'est une nouvelle ambiance. Nouvelle ambiance, ouais. On se croirait dans un complexe, 8 salles, nouvelles salles. Et alors là, on est sur quoi? Ici, c'est notre jardin qu'on appelle la collection, en fait. 4e des 11. On est dans un enfilement de jardin là qui s'appelle les 11. Ouais. Et donc là, on est dans le 4e. Et c'est notre collection. À chaque arbre correspond une variété. Ah ouais, carrément. Ouais. Et donc là, tu as combien d'arbres? Donc combien de variétés? Là, on doit avoir environ 300 variétés, tout confondu. Sur, pareil, 3000, ouais, 5000 ça fait un petit peu moins de 5000 m², celui-là 4500. Une poire qu'on aime bien ici, c'est Beurre et Hardy. D'accord, qu'est-ce qu'elle a en particulier? Une chair, c'est une poire qui est une chair bien fondante. Bon, faut aimer les poires à chair fondante. Une autre qu'on aime beaucoup, c'est Grand Champion. Ouais, en poire aussi? En poire aussi, ouais. Okay. Donc ça, c'est un parent, enfin, Beurre et Hardy est un parent de Grand Champion. La Williams, pour moi, ça reste une bonne poire. C'est quand même cool, ça arrive vite. C'est plutôt en bio assez facile par rapport aux autres poires. Et après en pomme, tout à l'heure on parlait de la Kids Orange Red. C'est une pomme qui est vachement cool. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a cette pomme? Elle est juteuse et sucrée. Moi je suis très sucre, donc juteuse et sucrée ça me plaît bien. Il y a un nom je crois pour la teneur en sucre des pommes, je sais pas si tu connais. Ouais, le Brix. C'est le Brix? Ouais, ok, d'accord. Le Brix, ouais. Okay. Ouais. Donc, on calcule le taux de Brix pour les récoltes notamment. Ah ouais? Savoir à quel moment on déclenche la récolte. On prend le taux de Brix, la couleur du pépin, enfin on a... Et donc toi c'est Brix élevé, quand tu aimes une pomme en général c'est un Brix élevé? Ouais, c'est un Brix assez élevé, ouais. D'accord. Ouais. Je suis très sucre. Ouais mais c'est du bon sucre. Je suis très sucré, ouais c'est du bon sucre. Ouais. Pourquoi là on a comme un... Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui est recherché là quand on a ça? Alors cette forme là, ça s'appelle un cordon treillis type Beccaletto. Alors pourquoi Beccaletto? Beccaletto c'est l'ancien jardinier en chef qui est parti à la retraite il y a un peu moins d'une dizaine d'années maintenant. Et donc bah pareil, c'est une forme qui redescend. Okay. Ça monte et ça redescend. Donc là dans la contrainte de la physiologie de l'arbre, on est à fond quoi. Ah oui, ouais. Oui parce qu'il va ouais, ça aime bien redescendre en général les arbres. Et quand ils redescendent, c'est là où, dès qu'ils dépassent 45 degrés, je crois, c'est là où ils commencent à produire du fruit sur les branches? Alors ouais, ça c'est l'archure. On pratique beaucoup d'archure aussi, notamment sur les pommiers parce que ça marche quand même vraiment pas mal. Ouais. Non, c'est pas ça qu'on cherche là-dedans. Et ça fonctionne sur la brindille en fait. Ça sur la brindille, si on arque une brindille, comme ça, ça va ralentir le flux de sève dans la brindille. Et le ralentissement du flux de sève fait que les yeux se transforment. Okay. De bois, il passe à fruit. Ok, d'accord. Parce que tous les yeux sont à bois et en fait il y a une transformation qui se fait et qui crée le. Faisant l'archure. Ouais, en faisant l'archure. Okay. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui se passe finalement dans un arbre qu'on laisse pousser tout seul. Il pousse. D'abord, il crée son architecture et une fois qu'il a créé son architecture, il commence à ploir. Et quand il commence à descendre, il commence à produire. Et là, il a plein de... Donc du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui fait croire quoi. Okay. On lui fait croire que c'est l'heure. C'est comme la méthode Boucher-Thomas, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Boucher-Thomas, c'est un truc vachement spécifique. Quoi. Tiens, regarde, attention, il y a le patron, Ouais, et Antoine qui arrive. On va pouvoir parler d'histoire un peu. Je l'équiperai. Mais c'est génial ce que tu me dis. C'est vrai que naturellement, de toute façon, même si vous accélérez le processus, c'est vrai que... Ouais. Bah, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de comprendre la physiologie de l'arbre et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour avoir des récoltes plus précoces, plus rapides. Et bon, bah, parfois sur certains systèmes plus de rendement aussi quoi. C'est la chapelle royale dont ils sont en train de refaire la toiture. Donc à gauche, l'aile du midi. Ok. Et la partie la plus à droite qui est plus haut, en réalité, c'est la couverture, le cache pour les échafaudages, pour refaire la toiture de la chapelle royale. D'accord. Et ils la refont depuis le temps? Ok. J'avais visité ça hier. C'est assez... Genre, ça fait un an et demi qu'ils travaillent dessus. Alors ils vont se dire, mais on ne reconnaît pas et genre, moi, je ne peux pas résister. Et la grande toiture qui est devant la chapelle, ce n'est pas le château proprement dit, c'est les grands communs. C'est-à-dire?
c'est-à-dire l'endroit où les fruits et légumes d'ici étaient livrés au XVIIe, XVIIIe siècle. D'accord. On traversait c'est quoi comme... Le grand commun, c'est les communs du château, c'est-à-dire que c'est l'espace... non, la galerie des glaces, elle va être encore plus loin, au milieu. Mais c'est l'espace, c'est l'espace technique du château. Ok. C'est là où il y a le stockage du bois, le stockage des denrées, les draps. Le foin pour les chevaux peut-être ou... Non, les foins pour les chevaux vont être dans les écuries. Ah ok. Le grand commun, c'est pour les humains. D'accord, ok. Attends, parce qu'on t'entend, donc je vais te filmer à un endroit. Bonjour Antoine. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Antoine Jacobson, et je suis adjoint au directeur en charge du potager du roi, donc adjoint au directeur de l'École nationale supérieure de paysage. Ok. Et j'ai la chance de travailler avec François-Xavier, avec qui vous êtes depuis un petit moment. Yes, c'est bien, j'ai de la chance de t'avoir également. Là, on est vraiment dans une autre ambiance par rapport à ce que François-Xavier nous a montré. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ce lieu, ce que ça représente, pourquoi il n'y a pas d'espalier Alors, juste derrière vous, il y en a. Ah oui, juste là en plus, j'avais pas vu. J'avais pas vu en plus. On est dans une parcelle qu'on appelle le jardin du Hamel du Monceau, qui a été rajouté au potager du roi 20 ans après sa création pour réussir à étendre l'espace de culture en asperges. Okay. Mais qui a eu après, on va dire, une histoire assez, je dirais pas mouvementée, mais diverse. Parce que il y a eu des asperges, mais il y a eu aussi d'autres cultures qui sont venues s'insérer. Et à la Révolution française a été créée dans cet espace une pépinière nationale, donc un endroit où on cultivait des arbres, en particulier les arbres fruitiers, mais pas seulement, pour les distribuer dans les campagnes, pour pouvoir donner les bonnes variétés aux gens. Et ça correspond à la Révolution française aussi, à l'installation dans le potager du roi du premier établissement avec le nom école. Avec le nom d'une école, parce que sous la Révolution française est installée dans le potager du roi l'école centrale de Seine-et-Oise, l'école qui devait former, on va dire, déjà les enseignants de la République, mais qui devait former le public, les personnes à des meilleures méthodes de culture et de vie en société dans le cadre de la République française. D'accord, ok. Pourquoi avant, tu dis une meilleure méthode avant? C'était un peu, chacun avait sa manière, c'était pas... c'est plus compliqué. Louis XVI avait déjà une véritable politique agricole dans les années 1780, mais il n'y avait pas des écoles d'agriculture. C'est arrivé quand alors? La première école, on peut dire que les écoles centraux, l'école centrale de Seine-et-Oise, mais il y en avait d'autres dans les différents départements, ça fait parmi des premiers établissements d'enseignement, pas seulement d'agriculture, mais d'agriculture. Et peut-être le centre à ce moment-là de l'enseignement agricole, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Jardin des Plantes, ou le Muséum national d'histoire naturelle. Exact. Qui était déjà, déjà sous Louis XVI était un endroit où il y avait de l'enseignement, mais il y a eu un chaire d'agriculture, un chaire des culture et agriculture qui a été créé pendant la Révolution française. L'idée qu'il faille enseigner l'agriculture est quand même nouvelle. On ne se disait pas au milieu du XVIIIe siècle, ah, tiens, on va aller envoyer les paysans à l'école. C'est dingue, ouais. Ça, c'est un des lieux où où la République française, dans le cadre du changement, on va dire, de régime à son époque, a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on diffuse le savoir. Encore, je vais insister, ce n'est pas une pure création de la République, c'est déjà quelque chose à laquelle Louis XVI réfléchissait, parce qu'il avait déjà, il avait le potager ici, mais il avait créé la bergerie royale, devenue impériale, devenue nationale aujourd'hui, à Rambouillet, dans ce but de l'amélioration agricole. Je ne l'ai pas fait totalement exprès, mais c'est bel et bien la manière de cette parcelle dans ce sens, dans cette histoire longue, complexe, parce que ça encore, il y a des mouvements au 19e avant d'arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. C'est fou l'histoire qu'il y a un lieu. Il y a l'idée que ce site est un site d'enseignement. D'accord. Je pense que c'est déjà vrai à la fin du XVIIe siècle pour la Quintini, qui dit précisément qu'il veut former des jardiniers, qu'il veut apprendre aux autres ses méthodes à lui de taille. Mais c'est encore plus vrai à partir de la Révolution française. Il y a eu une école sous la Révolution, il y a eu une autre école sous la première Institut national agronomique installé ici dans les années 1848.
Deuxième République, et depuis 1874, tout ce jardin est géré par une école. Donc on forme des élèves ici? Oui. Premièrement, la réponse est oui. Deuxièmement, on ne forme pas tout ici. Ça a été le haut lieu de formation horticole on va dire de 1874 jusqu'à dans les années 1980. Mais déjà, dès le début, il y avait l'enseignement de l'art des jardins. Il y avait aussi la création de jardins qui faisait partie de cette horticulture. Finalement, dans les années 1990, l'école d'horticulture a été délocalisée à Angers. Et l'école de paysage qui est issue de cette école, qui est sa fille ou sa sœur, est restée sur place. Et donc aujourd'hui, c'est l'École nationale supérieure de paysage. Et dans cette parcelle, il y a le Frutécétum, donc une collection d'arbustes d'ornement, qui est issue de l'école d'horticulture, mais que l'école de paysage a maintenu comme formidable exemple, premièrement, d'apprentissage des plantes, juste pour pouvoir les identifier. C'est bien de les voir en vrai. Oui. Mais aussi de voir comment ils poussent, de pouvoir, entre l'arbuste acrotone ou l'arbuste basitone, donc entre celui qui monte ou que celui qui se replie et qui ploie ou qui fait pleureur, il faut pouvoir venir le voir. Hein, genre pas seulement identifier l'espèce, mais aussi identifier les types. Et c'est aussi un jardin, je ne sais pas si François-Xavier avait déjà commencé à expliquer qu'on est un jardin en plein refondation, replantation, en tout cas qui essaye d'aller de l'avant. Et là, actuellement, on a deux personnes qui travaillent, dont un est un enseignant de l'école, un maître de conférence paysagiste, et un autre qui est un jardinier, parce que dans cet espace, on va planter un pré-verger. Un pré-verger, ok. Vous avez vu jusqu'à maintenant essentiellement des espaliers, des contre-espaliers, on va dire des arbres nains ou des demi-tiges. Là, on veut faire de la haute tige. Ok, d'accord. Et je ne peux pas résister, je vais aller jusqu'au bout. Vas-y. Demi-tige, espalier, etc. Il y avait déjà des hautes tiges ici, sous la Quintigny, précisément dans ces espaces le plus éloignés, on va dire, de l'entrée du jardin. D'accord. Mais c'est juste une manière de rappeler qu'il ne faudrait pas qu'on soit plus bête aujourd'hui qu'ils étaient au XVIIe siècle. Les jardiniers rentrent par le côté nord, qui est le côté le plus proche du château, l'endroit par où on rentre, mais aussi par où on sort les fruits et légumes. Et là, on est plus au sud du jardin. Donc ça fait plus de déplacements pour... Donc plus de déplacements, et c'était déjà prêt au XVIIe siècle. Oui, parce qu'on parle souvent en permaculture de zonage. D'accord, c'est excellent. Genre, c'était pas... Alors, ils avaient beaucoup plus de main-d'œuvre que nous aujourd'hui, donc ils ont quand même fait des asperges ici, mais ils n'ont pas maintenu les asperges ici. Ils ont fini aussi par faire ici des choses qui étaient... où il y avait besoin de venir moins souvent, ou des cultures de plus long terme, qui avaient des cycles de vie plus longs. Tu as une idée du nombre de personnes qui étaient sous l'ordre de la Quintigny quand il a créé ça? On regardait un peu les données tout à l'heure avec François-Xavier. Vous êtes 9. Il y a 9 jardiniers permanents aujourd'hui. Moi, je ne suis pas dans ces 9. Il y a la Quintigny, il y avait 2 maîtres garçons, un premier garçon, et entre 6 et 8 garçons jardiniers. Ce qui veut dire qu'on est sur 11-12 permanents. Et le nombre de journaliers nécessaires pour faire le travail du jour. Ah ouais, c'était plus des... Enfin, ils prenaient quelqu'un... Qui peut aller de 10 à 40 ou 50. Oh, ok, c'est comme ça que ça fonctionnait. Okay. Moi, j'en rêve encore de temps en temps de me dire... mais notre vie moderne ne nous le permet pas, dans le bon sens. C'est-à-dire que il faudrait qu'on le fasse au noir pour le faire aujourd'hui. Ah ouais, parce que l'idée, c'est, tiens, il a plu cette nuit, on va dire qu'on est mi-mai, ou fin mai, il a plu cette nuit, c'est le moment d'arracher les liserons. On a 3 heures le matin, le sol est souple, on peut y aller. En intérim ou sinon? Oui, pour 3 heures. En commençant à 6 heures du matin. Vous imaginez, il y a plus de travail de papier. Non, mais c'est juste pour dire que le jardin, il est de ce type. C'est-à-dire que ce n'est pas un espace où il y a la même quantité de travail à tout moment.
Et je crois que ça, c'est la grande difficulté des jardiniers, des 9 jardiniers. Une des grandes difficultés que les 9 jardiniers ont dans ce jardin aujourd'hui, c'est ce fait que le jardin, c'est pas, je ne veux pas le comparer de manière désagréable à l'usine, mais c'est pas le même rythme tous les jours. Oui, bien sûr. Il y a des jours où il faudrait faire 16 heures et des jours où, à la rigueur, 5 heures, 6 heures pourraient, quoique ici jamais, 5 heures à 6 heures pourrait suffire. Mais cette idée que genre, le rythme de travail n'est pas le même tout le temps. Et notre rythme quotidien, genre notre rythme moderne, contemporaine, avec des heures fixes de travail, un nombre d'heures régulier par semaine, ça ne correspond pas toujours à l'entretien d'un jardin. Écoute, tu m'as un petit peu chauffé là, à me dire que vous conservez pas mal de choses ici. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut rentrer là-dedans? Non, en continuant ce que tu dis, mais est-ce que pour que je puisse montrer un petit peu aux gens ce que ça représente. Ah oui, vous voulez dire que je suis un peu statique et je devrais bouger? C'est un peu ça. Parce que... Dis gentiment, mais quand même. Oui, c'est un peu ça. Mais surtout, non, en plus, là c'est un peu, tu sais, comme un enfant que tu mettrais devant une confiserie et t'en parles, mais il a envie de rentrer un moment, tu sais, il veut voir. Et alors ici, est-ce que tu as des variétés historiques? Parce que est-ce qu'il y a un arbre qui a 400 piges ou 300 ans? Génétiquement parlant, oui. Mais la reproduction, ouais. Avec la reproduction par clonage. Mais est-ce qu'on a des arbres qui ont été plantés à 400 ans? Non. Déjà sous la Révolution française ou à la fin de la Révolution française, les gestionnaires du site disaient qu'il n'y avait plus d'arbres de la Quintinie. D'accord. Ouais. Donc déjà 100 ans, 120 ans après lui, il n'y avait déjà plus. Par contre, on a des choses, on n'est pas au bon endroit peut-être pour ça, mais on a des choses qui sont moins dans l'historique et plus dans un intérêt aujourd'hui, que ça soit ornemental ou comestible. C'est-à-dire que là, on a quelque chose qui s'appelle un xanthosylum. Alors, ce n'est pas le Xanthosylum piperita, c'est le Xanthosylum simulans qui est plus grand, plus résistant à certains intempéries, que moi je trouve très beau. Ouais, c'est fou ces espèces de... Ça, si je dis pas de bêtises, avant c'était comme des pics. Alors si on prend sur une branche plus jeune, on voit bien qu'il y a... que c'est acéré. Exactement. Et que si on prend une branche, on voit qu'il y a des... Il y a des baies, et qu'il y a un certain nombre de personnes qui savent ce que c'est. C'est du poivre. C'est du poivre de Sichuan. C'est particulièrement odorant. Moi, ce que j'aime bien faire quand c'est vert comme ça, c'est on prend entre deux doigts, on l'écrase, juste un peu, on l'éclate comme ça, parce que c'est encore un tout petit peu mou. On voit que c'est un tout petit peu mouillé, et après on touche la langue. Et ça anesthésie, non? Absolument. C'est ça? C'est ça. Vas-y, je vais essayer. Ça dure à peu près 10 minutes. C'est vrai? Après, ça disparaît. Pendant tout le Donc je vois que Brian est un aventurier du goût. Faut pas manger, il faut juste toucher la langue. Et au début, on sent rien. Hein. Au début, on sentira rien du tout. C'est fort hein, déjà. Je sais pas si mon gros plan, ça va être beau à voir. J'ai fait un gros plan. C'est impressionnant. Et juste à côté, on a un Poncirus. Donc excuse-moi, il a quel âge pour être aussi grand? Excuse-moi. Il est planté dans les années 50. Ah, 70 piges. Impressionnant. Nous, on récolte tous les ans dessus et on vend à notre boutique le péricarpe. Le péricarpe séparé en deux, trié, ça doit être dans des petits sachets. Ouais, ça doit vous prendre vachement de temps tout ça aussi. Alors, c'est comme un tarare. Hein. On a développé des systèmes. C'est intéressant ça. Tu as 2-3 outils à nous montrer tout à l'heure pour pas pour ça, parce que là, ça devrait être comme un tarare, mais on est revenu au vent. Ah, ok, tout simplement. Mais j'aimerais bien ramener un tarare. Qu'est-ce que j'allais dire? Il y a ça. Et à côté, il y a le Poncirus trifoliata, qui est quand même ce sur quoi la plupart des gens greffent leurs agrumes. Mais moi, je l'utilise parfois parce que c'est quand même très amer. Hein. C'est très pointu. C'est âpre, c'est horrible quand on... Mais râper le zeste dans une confiture de pommes, mais pas beaucoup, hein, parce qu'il y a une amertume, ça peut être très intéressant.
Dans cet espace, est-ce qu'on a des variétés anciennes ici? Wow. Tu te fais embarquer par une ronce. Dans cette partie, non, mais je peux dire que dans la partie que nous prévoyons à côté, il est prévu de mettre la variété italienne la plus ancienne de pommes connues. L'idée étant de voir est-ce que les pommes côté méditerranéen vont mieux réagir au changement climatique que les nôtres. On a trouvé un pépiniériste collectionneur en Ombrie, donc au sud et, si je me souviens bien, est de Rome, et qui a aussi des variétés françaises du XVIIe siècle qui ont été cultivées en Italie. Et donc là, l'intérêt, c'est de dire est-ce que, on va dire, le côté épigénétique a eu un effet? Est-ce qu'ils se sont adaptés peu à peu au climat méditerranéen ou pas? Ça, c'est une chose. Ouais. Et l'autre chose, dans le même parcelle, c'est d'aller chercher des variétés en Bretagne, à côté de l'eau, dans un pays humide, beaucoup de pluie, pommiers, on les met aux mêmes endroits et on voit comment les deux réagissent. Génial. Je pense que François-Xavier vous l'a dit, et il faudrait qu'on le retrouve parce qu'il le dit si bien. L'idée pour nous n'est pas de dire ça c'est bon et ça c'est mauvais, c'est de découvrir nous-mêmes ce qui marche. Et je ne dis pas que tout marchera, parce que je ne sais pas, mais si on ne fait pas ces essais-là, si on ne fait que répéter ce qu'on nous a dit qu'il faut faire, on rentre dans un impasse. Puis il faut tester. Moi, ce que j'aime aussi, c'est que vous avez un patrimoine et vous projetez déjà sur le futur. Et c'est ce qu'a voulu faire la Quintini aussi, je pense, en faisant son jardin. Et c'est ce que tu et vous, ensemble, vous essayez de reproduire, j'ai l'impression. Oui, la chance de travailler avec quelqu'un comme François-Xavier, avec les jardiniers ici, la chance de travailler dans ce type de site, c'est de se dire, il n'a jamais arrêté de bouger, il ne faut pas que ce soit nous qui l'arrêtons. Et oui. Et il y a vraiment cette question de continuité. Comment dire, il faut se méfier du mot conserver. Et dans le mot conserver, maintenir la notion de prendre soin et de continuer, plutôt que de figer. Oui, mais il faut qu'on le retrouve. Alors, il est là, je l'ai vu là-bas, voilà. Il se cache. Je pense que c'est important de réinsister sur ce côté, parce que si je dis ça, conserver, il y a un côté musée, mais on est dans une école, c'est-à-dire dans un espace qui a continuellement changé. Qui a continuellement cherché à former des gens aux enjeux à venir, pas les enjeux passés. Et c'est ça que disait la Quintini quand il disait qu'il voulait former des jardiniers, en définissant le métier de jardinier comme un métier où il fallait toujours produire de la nouveauté. Que ce soit la création d'une école ici sous la Révolution, que ce soit le fait qu'aujourd'hui c'est une école gérée par une école en continu depuis plus de 140 ans. C'est introduire des personnes dans cette notion du flux. Et je me dirais, genre quelque chose, je pense à vous par rapport à votre site, à ce que vous faites, aussi cette idée de cycle de vie. Vous vous installez dans le Tarn et vous avez une sorte d'expérience de 2 ans et demi que vous êtes en train de raconter. C'est une histoire avec un début, il y aura un milieu, à un moment donné, il y aura une fin. Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre, j'espère, aura repris l'histoire avant votre fin. Bien sûr, je vois. Et c'est ça qu'on essaie de faire ici. D'accord, c'est génial. Expliquer comme ça, oui, je comprends. Alors, on est là, il faut qu'on aille voir autre chose. Ah, mais il y a tellement de... On a encore des choses à voir. Moi, je pense qu'on n'a même pas fait la moitié. Alors là, on pourrait rester encore juste ici, parce qu'il y a le Torreya où on peut extraire l'huile, qui est un grand conifère un peu plus loin. Il y a un alignement. On ne va jamais sortir. Non, juste, allez, le dernier, parce que c'est fou. Bon, allez, le Torreya. De l'huile de Torreya. Donc ça pousse bien en France, que je ne connaissais pas. Et c'est bon comme huile, ça ressemble à quelle huile qu'on pourrait connaître dans le commerce? Alors, moi j'en ai goûté, mais pas extrait d'ici. Ah. Parce que nous, on n'a qu'un seul arbre. Eh oui. Hein? Non mais là, j'avoue, tu me dis, oh non, mince, ça va durer longtemps, mais... Ouais, mais c'est parce qu'il faut y aller. Alors, dis-moi. Torreya nucifera, je me souviens bien du nom. Tu connais la rusticité? C'est quelque chose que je demande souvent. Non, honnêtement non. Non, juste à regarder. Il a quel âge à peu près? Même âge que le Xanthosylum. Donc il est ouais. Bah, vous prenez, alors c'est très simple, vous regardez sur Versailles
La rusticité, vous regardez les températures qu'il y a eu les plus négatives en 70 ans. Et lui, en tout cas, il résiste. Ah, voilà. Et donc ça, c'est quoi? C'est pressé? C'est ça qui est pressé? Alors... Ah, il y a comme du lait, c'est même pas du... Ouais, mais ça, je peux me permettre? Ouais. Ah, c'est original l'odeur. Bon, me parle pas d'autres espèces, sinon je sens qu'on va faire un méga grand tour. Non, mais c'est énorme. Alors on va... Attends, je le filme. Noisetier là-bas? Il est beau, hein? Il y a le noisetier là, et là on a une noisetaie, une noiseraie tout le long. Ah, excellent! Là-bas? Ouais. Énorme. Qui a été implanté pour... Et on n'a pas encore regardé les moutons. Il y a des moutons, c'est génial. Alors une variété de moutons, je suis vraiment dans les plantes moi. Une race sans poil. Qui a pas besoin, dont on n'a pas besoin d'amener l'eau. Ah, il se débrouille avec le matin, les plantes. T'as le nom de la variété comme tu disais? Marteau et Tenon, ou Tenon et Marteau. C'est le nom de deux vallées à côté de Grenoble. C'est excellent. Et ça va, ils font pas trop de massacres sur les arbres fruitiers, justement, ils grignotent. Ok, d'accord. C'est bon à savoir. Et là, vous êtes en train de reproduire encore du noisetier? Toute une série de choses, il y a de la charme. Ça, c'est pour faire... Ah oui, mais c'est vrai, il faut qu'on parle de ça. Je vous dis qu'on n'arriverait pas au restant si on venait ici. Mais moi, si. Alors, concrètement, vous voyez une barrière avec du fil de fer. Mais l'idée, c'est de s'en débarrasser. D'accord. Pour s'en débarrasser, une pratique ancienne, 17e, 18e siècle, courant dans les jardins, y compris aristocratiques, une haie plessée. C'est tellement proche qu'on ne peut plus passer au bout d'un moment, c'est ça? Exact. Génial, bah, tout simplement. Hein? C'est vrai que je n'en connais pas dans le Tarn en tant que tel, mais l'idée, on laisse, dans des plants forestiers, hein, ouais, qu'on laisse pousser, et à un moment donné, on fend un côté et on les plie. Au bout de combien de temps ça devient à peu près une haie infranchissable? C'est pas mal après 5 ans, okay, mais pour que ce soit vraiment complet, je pense 7 à 8 ans. Ok, 7 à 8 ans. Et alors c'est tous les combien là? Ça doit faire 50 cm à peu près? C'est ça. Alors Antoine, on est où là? Parce que c'est vraiment donc ça s'appelle le deuxième des 11. C'est un espace à ma grande surprise, que certains de nos voisins adorent. Moi, je suis plutôt inquiet qu'ils n'aiment pas trop, parce que c'est un des espaces le plus spontanés du jardin. Spontané dans le sens qu'on laisse beaucoup plus de choses pousser, mais surtout, il y a une partie en jardinage étudiant, ce qu'on appelle jardinage étudiant, c'est-à-dire tous les étudiants qui rentrent à l'école de paysage, au moins pour leur première année, cultivent collectivement une petite parcelle, ils sont 3 à 4 pour le faire, dans le jardin. Et on a ici la cabane et l'espace du poulailler qu'on appelle Picorama, où il y a une dizaine de poules. D'accord, des variétés en particulier De races particulières de poules, non. Ouais, variété, j'ai repris ton truc de race de poules. Non, c'est pas des races particulières, on a plutôt cherché comment faire par rapport à des voisins qui en avaient déjà, d'avoir des poules rustiques et bonnes pondeuses. D'accord, et puis acclimatées donc. Hein. Voilà, genre qui viennent d'une ferme à côté. D'accord, tu t'en sers que pour les œufs ou vous faites autre chose avec les... Alors on aimerait bien faire autre chose avec les œufs, on en a parlé à plusieurs reprises avec les jardiniers, avec François-Xavier en particulier, mais on n'a pas encore trouvé le bon système et je pense, comment dire, il faut trouver le bon équilibre entre temps de travail et efficacité. Et est-ce qu'un poulailler mobile dans le jardin serait efficace par rapport au temps de travail? Ou alors, comment est-ce qu'on pourrait amener un groupe de poules dans différentes parcelles en disant, voilà, là, il y a 3 escaliers, une porte, on peut fermer un grillage, mais comment on fait pour nos visiteurs? Genre, ils ouvrent, ils referment les groupes, comment on fait? Un truc qui se fermerait peut-être automatiquement, je comprends que ce soit complexe François-Xavier a déjà proposé un poulailler mobile avec une porte automatique pour ouvrir et fermer. Ah oui, comme le ça, matin et le soir. Elle rentre, ouais. C'est ce que j'ai à la maison. Avec un petit truc pour les habituer au début de rentrer le soir, parce que vous étiez surpris par rapport aux campagnols, mais on a aussi des renards. Ici? Absolument. On a des renards dans le parc, enfin pas loin du parc de Versailles et dans Versailles. Là. Mais les deux choses importantes ici sont premièrement qu'on est convaincu qu'on ne peut pas gérer un jardin sans animaux. D'accord. Je ne dis pas qu'on a réussi l'intégration. Je ne dis pas que c'est efficace pour le moment, mais un système a besoin.
de cet équilibre, que ça soit par rapport, on va dire, aux ensemencements des ruminants, que ça soit un moyen de recycler l'énergie de certains de nos déchets. En tout cas, il y a quelque chose de systémique là. Ça, c'est une première chose. Excuse-moi, je me permets, derrière, je vois marqué prout-prout, ça m'intéresse. Les excréments des poules et des oies mélangés à la paille. Et l'autre chose, c'est que cet espace soit dédié aux étudiants. Parce que, comment dire, les étudiants de l'école de paysage sont des étudiants qui rentrent à Bac+2. Ils ont une expérience ailleurs. Il y en a beaucoup qui viennent de BTS design intérieur ou de BTS aménagement paysager ou qui ont fait une licence d'agronomie, une licence de géographie ou qui ont eu une expérience professionnelle d'une manière ou d'une autre. Mais il est étonnant de découvrir qu'aujourd'hui, à peu près la moitié n'ont jamais cultivé leur propre jardin. Ils n'ont jamais eu l'opportunité. Ils ont fait des stages, BTS, ils ont fait des stages, mais ils n'ont pas eu leur propre jardin. Et donc, ils viennent ici. Évidemment, vous venez à une période encore covidienne, on va dire ça comme ça. Donc, nos étudiants n'ont pas été là depuis le mois de mars. Donc, ils n'ont pas pu cultiver depuis le mois de mars. Ah oui, d'accord. Ok, bah oui, ça se voit. Donc, la seule chose que nous, on a fait, c'est tondre. Okay. Hein, quoique, il y a une parcelle où il y a un étudiant qui a réussi à venir. Ah oui, il y en a une qui est un peu plus propre là-bas. Hein, mais concrètement, ici, les étudiants, ils apprennent 2 ou 3 choses. Je ne sais pas trop pourquoi il y a du sol nu sur ces pauvres tomates, mais... Et puis, alors je vais t'avouer, hein, puis toi tu le sais, chez moi j'ai presque déjà des tomates, elles sont en train de commencer à rougir. Ouais, soyons gentils avec des étudiants qui sont en première année, et je vais finir mon truc parce que c'est bien ça. Ce qu'ils apprennent, c'est pas à jardiner. C'est pas ça. Ils apprennent que quand ils font rien, quelque chose arrive. Oui, bien vu. Et ils apprennent que quand ils font quelque chose, parce que là c'est ce qui va arriver, hein, ils n'auront pas les résultats escomptés. La nature est bien faite quand même. Hein, et ils apprennent quelque chose d'autre, que moi je trouve très important, c'est que là, on est à 250 mètres, 300 mètres de l'entrée. Oui, on est sur une des parties. C'est-à-dire qu'ils ont traversé le jardin. Ils ont traversé le jardin du macadam béton de l'extérieur, les pavés, le gravier, la terre battue, le gazon, les escaliers, la pierre. Ils ont traversé, ils ont eu toute une série de sensations. Et le plus important en réalité dans le jardinage, c'est avoir les sensations, c'est de tester. Et après avoir eu des déboires, de comprendre que voilà, genre, c'est pas si simple que ça. Même quand c'est petit, même quand c'est limité. Hein, c'est quoi les premiers conseils que tu donnes aux étudiants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permettent de, je sais pas, de gagner du temps après dans toute notre vie de jardinier? Ou est-ce que des choses que tu redis chaque année, tu dis ah mais ça je le dis à chaque fois, mais c'est... La plus grande qualité d'un jardinier, c'est d'être patient. Alors ouais, bah bien sûr. Mais la patience sans l'observation et l'obstination, c'est rien. Oui, c'est vrai. Donc pour moi, c'est patience, observation, obstination. On peut dire persévérance, on peut dire un tas de choses, hein. mais l'idée est là. Je te suis, il n'y a pas de souci. Il nous l'a présenté, on a parlé de ces espèces d'espaces où il fait bon. C'est la récréation, on peut dire, quand on arrive là. Il a fait chaud toute la journée que tu as planté. C'est agréable. Je suis d'accord, les jardiniers les traversent pour ne pas avoir besoin de monter et descendre des escaliers. Gain d'énergie aussi. Pour efficacité. J'aimerais bien, si François-Xavier voulait bien, ouais, parce que c'est lui qui l'a construit, de décrire la rotation itinéraire technique dans le Grand Carré. Parce que je pense que c'est quelque chose qui fonctionne pour ici. On adapte la mécanisation, on passe peu à peu du tracteur au motoculteur. Okay. Donc on réduit la taille de la mécanisation, mais ça ne veut pas dire qu'on ne mécanise pas. Parce que le tracteur en fait est assez peu adapté aux tailles de carré qu'on a. On a des planches qui font 22 mètres de long. Donc c'est des planches qui sont assez courtes, avec finalement assez peu de tournières en bout. Donc c'est compliqué de tournir. Ah, okay, okay. Donc c'est assez compliqué d'utiliser le tracteur dans ces conditions-là. Donc du coup on passe à la motoculture, c'est toujours de la mécanisation, mais de la plus petite mécanisation, un petit peu moins gourmande je pense aussi que le tracteur.
Ça demanderait à être vérifié. Ta communauté vérifiera si Ah, c'est plus ou moins... Ce qui est vraiment bien dans toutes les vidéos, c'est que la partie commentaire, il y a des gens qui mettent toujours des encouragements, ça fait plaisir, mais il y a de réels passionnés qui apportent aussi leurs conseils. Et ça pourrait être... C'est quoi derrière, excuse-moi? C'est du blé? Alors là, c'est un seigle. Un seigle qu'on utilise de plus en plus, c'est le seigle pérenne des forêts. Okay. Il est vachement intéressant, il pousse super bien. Bon, c'en est un qu'on utilise beaucoup dans nos couverts maintenant, de plus en plus. Ok, c'est pas pour se nourrir? Non. C'est un engrais vert, on l'utilise en engrais vert. Okay. Et donc, quand on commence une culture, finalement, on commence toujours par un engrais vert. On commence par ça. D'accord. Et derrière, pour calmer un petit peu toute la vivace, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une culture sur toile tissée. C'est-à-dire? Exactement comme derrière. Donc sur toile tissée, et là typiquement on a de la courge sur toile tissée. Ça, ce que ça nous permet, c'est que ça nous permet de calmer un petit peu toutes les adventices, quoi. Derrière ça, on récupère des planches qui sont très peu envahies, où il y a une très faible pression d'adventice. Ok. Ça garde l'humidité, ce genre de toile? Ouais, alors ce qu'on fait par contre sous nos toiles, un conseil, il y a quelque chose à faire à chaque fois qu'on met une toile tissée ou qu'on met une bâche, c'est qu'il faut mettre de la nourriture en dessous. C'est-à-dire? Il faut mettre de la paille, il faut mettre quelque chose pour nourrir le sol. Mettre une toile tissée ou une bâche sur un sol nu, c'est une erreur totale. Ah, mais c'est une erreur totale. Il faut absolument mettre à bouffer en dessous. Donc nous, on a notre couvert qu'on va broyer. Et sur ce couvert broyé, donc qui fait la paille, on va poser une toile tissée. Excellent. Ça va se dégrader, ça va être bouffé par le sol, ça va être digéré. En plus, la pression d'adventice diminue. Derrière, on récupère des planches qui sont plus faciles à travailler, surtout pour des itinéraires de snow. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on a deux grands itinéraires, généralement. C'est un itinéraire planté et un itinéraire semé. L'itinéraire planté, le plus possible, on essaie de le faire sur toile tissée. C'est très discutable, mais nous, on fait comme ça. Et l'itinéraire semé, on le fait en général sur un terrotage. Donc on met une couche de compost pour faire notre semis. Ça, pourquoi on fait comme ça? Parce que c'est aussi des techniques qui nous permettent de quand même pas mal réduire le travail du sol. Très honnêtement, en termes de travail du sol, on a très largement réduit. On n'est pas tout à fait là où on voudrait être. On n'a pas encore atteint notre... c'est vraiment un travail très superficiel et très minimum pour certains itinéraires. Ça, ce serait l'idéal. Maintenant, pour le moment, on utilise toujours la grelinette, on utilise toujours un motoculteur sur les 5 premiers centimètres. Ça, on n'a pas réussi à s'en défaire. Et en gros, l'idée, c'est de faire une succession d'itinéraires semés, itinéraires plantés. Donc une bâche, pas de bâche, une bâche, pas de bâche, une bâche, pas de bâche. Comme ça, à chaque fois qu'on a une bâche, ça nous calme l'adventice. Et oui, ça calme parce qu'il n'y a pas l'accès au soleil. C'est ça. Bon, ça reste un petit peu perméable. Ça passe un petit peu entre les trous, je suis sûr que vous arrachez. Alors, il y a quand même un liseron qui arrive à passer. Hein. Ça... et la bâche, elle peut rester entre 6 mois et 18 mois. Ouais. Dans ce bâche, pas bâche, il faut voir que la bâche... C'est pas juste la saison hivernale. Non, ça peut être assez long. Ouais. Parce que là... Ça peut être des bâchages assez longs. Si François-Xavier, si les jardiniers broient on va dire le couvert végétal ou l'engrais vert, ils vont le faire à l'automne, ils vont le couvrir. Donc il y aura, on va dire, les 5 mois de l'hiver où ce sera couvert, ou 6 mois, avant la plantation des courges. Les courges vont rester dessus jusqu'à la récolte de septembre. Et plutôt que de l'enlever en septembre immédiatement, on pourrait éventuellement le laisser jusqu'au printemps suivant, ou ça dépend, voilà. La première reprise d'itinéraire, quoi. Et là, on enchaîne là-dessus. Et l'autre petite chose, mais je sais que sous la toile tissée, on a une irrigation. Ah oui, on met une gaine d'irrigation en goutte à goutte. Alors pas sur les courges. Ouais. C'est lui qui a inventé ça, pas moi. Hein. Non, c'est pas moi qui ai inventé ça. Je parle pour le préciser. Non, j'ai été piqué ça chez quelqu'un. Mais ça vient de chez MSV tout ça. Okay. MSV et la bio-intensive. Okay. Donc, sauf pour les courges, quand on met une toile tissée, on met un goutte à goutte en dessous. Alors, dans le système d'irrigation, dans le système d'apport de l'eau initiale, l'eau était captée sur les plateaux à côté, amenée en haut de la ville et en face de nous par la grille qui est là, à droite de la cathédrale. Okay. La grille n'était pas encore là, mais il y avait un conduit d'eau qui amenait au bassin ici. Ah oui, j'ai même pas vu le bassin. Ok, d'accord. De ce bassin, si on se retourne derrière vous, vous voyez un bac en ciment au coin là-bas. Oui. Il y avait ces bacs étaient relayés au bassin central. Par une tuyauterie souterraine. Génial. Et les jardiniers puisaient là-dedans avec des arrosoirs. Génial. Au début du XXe siècle, il a été mis en place l'adduction d'eau
avec l'arrivée, attends, il faut que tu me montres où il y en a le plus proche de l'eau, là. Ah, des vannes. Ouais. Des vannes, voilà. On a modernisé tout ça. Hein, et donc on a un système lié à l'adduction d'eau du début du XXe siècle, à une époque où il n'y avait aucune inquiétude sur la ressource. C'est pour ça que j'en viens à ça. Hein, donc on voit le passage, on va dire la mise en place des regards. Là on a un bac enterré, hein, qui est, ça c'est du ciment armé, du béton armé, mais ils avaient le même genre de système au XVIIe, XVIIIe. D'accord. Oui, Sauf qu'ils étaient rectangulaires, pas ronds, parce qu'il fallait que ce soit rectangulaire pour qu'on puisse mettre 2 arrosoirs à la fois. Génial. Ouais. Toujours, ils travaillaient toujours par paire. Ok. Hein. Et donc avec des arrivées d'eau comme ça. Aujourd'hui, François-Xavier, donc ça c'est l'alimentation en eau. Mais ce à quoi réfléchit aujourd'hui François-Xavier, c'est comment est-ce qu'on peut, dans chaque année exceptionnelle qu'on a, essayer de réduire le temps de... Comment dire ? Moi, je prends par le côté économique, mais toi, tu vas le prendre, j'espère, par le côté plante. Moi, je vais essayer de réduire le temps de travail. En tout cas, c'est ça que je vois en premier. François-Xavier va voir, j'espère, en premier, une plus grande facilité, mais surtout une plus grande santé des plantes. Un apport plus performant, quoi. Un apport qui est mieux géré. C'est-à-dire que pour le moment, on a un système d'irrigation qui est vieillissant, surtout sur les arbres. Et oui, qui date... En fait, on est sur la plupart des lignes, alors pas dans le grand carré parce qu'il n'est pas irrigué, mais sur la plupart des lignes, on a du goutteur très localisé. Et finalement, il apporte assez peu de flotte aux arbres. C'est vraiment une irrigation de surface. Ouais, c'est très en surface. Et donc nous, on veut changer ça par du goutte à goutte intégré pour avoir une meilleure répartition de la flotte. Et surtout, on se dit que comme ça, toute la surface du sol en profitera. Et pas juste un bulbe, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une grosse réflexion sur le système d'irrigation en ce moment pour qu'il soit à la fois économe, mais aussi performant, quoi. Qu'il apporte juste l'eau qu'il faut aux plantes pour qu'elles soient en santé, quoi. Et l'idée qui est en sous-tend, c'est que c'est en entretenant le sol que les plantes sont mieux cultivées. Parce que tout ça, c'est aussi pour la vie du sol, bulbe la bulbe fait que le sol est disparat autour. Et donc on concentre l'activité dans un endroit. Tandis que là, avec le système d'irrigation que François-Xavier essaie de développer, c'est l'idée d'avoir une sorte de longueur où la plante peut se développer plus largement et pas dans l'espace contraint. On a développé un partenariat avec plusieurs entreprises, mais je vais en parler que d'un seul. Ouais. C'est avec un pharmacien qui a créé une entreprise pour réaliser des produits cosmétiques sur la base de recettes anciennes, avec les matières actives venant d'ici. Donc l'eau de la reine de Hongrie, qui est une cosmétique principale, ouais, du XVIe siècle, XVIIe siècle, très utilisée à la cour de Louis XIV, est basée sur du romarin. Donc on a fait des plantations de romarin, on est en train de développer un autre produit avec eux, avec du thym. On a développé, genre tout le monde connaît le fait en tout cas beaucoup de personnes connaissent le fait de mettre des rondelles de concombre sur le visage, mais il ne faut pas croire que c'est récent comme pratique. En réalité, il y a des variétés de concombres spécifiques, développées spécifiquement pour ça. Tu as des noms de variétés ? Absolument, en particulier le concombre blanc de Bonneuil, mais qui est une sorte de ballon de rugby en forme. Mais beaucoup des concombres blancs en réalité étaient développés pour l'industrie, si je peux appeler ça une industrie cosmétique, parce que la recherche était pour la blancheur. C'est pas comme aujourd'hui, où on cherche le bronzage. On cherchait à être blanc et le concombre était blanc pour des produits cosmétiques qui avaient on va dire un plus-value. Ça c'est vraiment la serre. D'accord, alors là on est, j'espère qu'on verra, il y a pas mal de la lumière. Pourquoi on appelle ça la serre ? Parce que le mot serre en réalité vient du verbe serrer, qui est de mettre les choses ensemble ou resserrer, stocker. En réalité, c'était le lieu de stockage, y compris de choses qu'on stocke encore, comme des courges turban ou une courge portugaise ou un pâtisson qui est de l'année dernière, on est au mois de juin. Et oui, et puis là, il peut faire chaud. Je ne sais pas pourquoi il est encore là, mais il est encore là. Il peut faire chaud ou froid. Ici, c'est toujours la même température. C'est à peu près, on tourne autour de 14. C'est pas très frais, mais ça ne monte pas en chaleur. Et oui, il fait bon. Hein. C'est génial. C'est énorme. Et donc ça va jusqu'à la rue derrière. C'est à peu près 60 mètres de long. Un peu plus même. C'est fou. Et il y en a 11 comme ça dans le jardin.
Comment dire, c'est l'homme, le spécialiste des jardins en quelque sorte, que Louis XIV a trouvé pour mener à bien ses ambitions. Parce que je ne sais pas s'il savait ce qu'il voulait au début, autre qu'il voulait que ce soit grand et que ça corresponde à son projet global qui était d'impressionner. Mais impressionner veut dire aussi être productif. Genre, mais là, ça me mènerait loin d'essayer de comprendre comment Louis XIV crée un modèle. Il cherche à créer un modèle culturel qu'il va diffuser et beaucoup plus que des batailles, Louis XIV gagne, gagne en diffusant un modèle français. Une manière de vivre, une nourriture, c'est ça. Pour que la Russie parle, que la cour de Russie parle français au XVIIIe et début du XIXe siècle, c'est grâce à ça. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une autre question. Hein. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il fait. Louis XIV trouve la Quintinie, il trouve le Nôtre, il trouve le Vau, il trouve le Brun, il trouve toute une série d'autres personnes, et il réalise cette œuvre qui est globale. Mais ici, au Potager du Roi, c'est quelque chose de plus, on va dire, en tout cas que moi je considère quelque part un peu plus profond. Il y a quelque chose de plus proche de ce qui touche chacun de nous que l'apparat ou la grandeur. On est quand même dans quelque part où chaque détail est souvent alimentaire, où chaque chose contribue à faire qu'on continue à vivre. Genre qu'on n'est pas juste en train de... Je peux le dire avec un mot de la Quintinie. Pour la Quintinie, il était primordial que tout soit agréable et utile. Il ne fallait pas que ça soit séparé. Okay. Il fallait qu'on retrouve les deux. Il fallait que l'espalier soit beau et productif. Ok. Et puis c'est marrant, au moment où tu me dis ça, là on voit un escalier et c'est des poires, je vois, il me semble. De la belle d'Angevine, dans ce cas précis. Hein? Alors le truc, c'est que je parle comme ça, mais ce qu'on voudrait, c'est que des gens viennent nous voir, qui viennent découvrir le site, qui fassent le tour, qui se posent des questions, parfois les mêmes questions que nous, parfois pas les mêmes. Bien sûr, les gens viennent par rapport à Louis XIV, par rapport à cette histoire, peut-être par rapport à Marie-Antoinette, peut-être par un intérêt spécifique sur l'horticulture de la fin du XIXe siècle, mais on voudrait qu'ils repartent avec une meilleure compréhension des enjeux du patrimoine aujourd'hui, des enjeux de l'alimentation d'aujourd'hui, et quelque part ça rejoint ce que vous faites. Ça rejoint le côté de comment est-ce qu'on peut être en société et autonome. Comment est-ce qu'on peut participer à une communauté tout en y contribuer plutôt que d'en dépendre. Merci François-Xavier et Antoine pour cette superbe visite. Merci pour le temps que vous avez passé pour répondre à toutes les questions. Je suis vraiment désolé pour les problèmes de son, je n'avais pas le même matériel vu que j'étais en région parisienne. Vous pouvez retrouver le Potager du Roi si vous voulez faire une visite. Je vais vous mettre tous les liens pour les horaires, etc. en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les néo-autonomistes. Salut!